Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pendant que nos invités et intervenants s'installent, nous allons lancer donc cette table ronde qui a pour thématique le travail, levier de lutte contre la grande exclusion, une réponse nécessairement collective. Premières heures et convergence, c'est une histoire de collectif, pas un collectif, mais des collectifs. Des collectifs qu'on avait identifiés, imaginés au départ, ceux qui vont permettre d'accompagner la personne, l'ensemble des accompagnants autour de la personne, et puis d'autres collectifs qui se sont créés et qu'on constate maintenant. L'ensemble des partenaires qui sont engagés autour des programmes sur les territoires, l'ensemble des chantiers qui sont engagés sur chaque territoire, mais aussi l'ensemble des acteurs institutionnels qu'on mobilise, qui sont présents, au-delà de financements, qui interviennent dans le pilotage et la structuration des programmes sur chacun de nos territoires. Et enfin, l'État, au travers de ces directions centrales, on a des représentants, mais aussi des différentes instances ministérielles avec lesquelles nous échangeons aujourd'hui pour préparer la suite. On en reparlera tout à l'heure. Donc l'enjeu maintenant, c'est d'aborder tous ces collectifs avec un niveau d'intervention qui va correspondre un petit peu à chacun de nos intervenants, et puis prendre aussi un peu de recul, faire un peu un pas de côté, voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et pour ça, donc, nous accueillons, je vais les prendre dans cet ordre. Olivier Giraud, donc, qui est politologue, sociologue, directeur de recherche au CNRS, en charge notamment d'analyse comparative des politiques publiques sur les thématiques d'accès aux droits sociaux, de normes sociales, de relations de travail et d'emploi en France et ailleurs. Thibault, tu es haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Tu viens d'être nommé par Olivier Dussopt pour conduire la mission de concertation et de préfiguration de France Travail. Et tu as été également directeur général d'ARES et fondateur d'Ateliers sans frontières des structures d'insertion. Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion, en charge notamment du pilotage de l'acte 2 du pacte de lutte contre la grande exclusion, et également en charge du copilotage du plan parisien pour l'insertion à l'emploi. Et enfin, Marion Vézian-Roland, directrice du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, un acteur majeur de l'insertion, de l'accompagnement, de l'hébergement sur le territoire de Lyon. Et le foyer Notre-Dame des Sans-Abris porte également la coordination, les ressources mutualisées de convergence, mais également sur le territoire de Lyon, mais également en œuvre les programmes convergence et premières heures dans ces chantiers. Pour être tout à fait exhaustif, je dois d'ores et déjà excuser Thibault qui devra nous laisser à 11h15. Je pense qu'on n'aura pas totalement terminé cette table ronde, mais normalement, si je tiens bien mon timing, il devrait avoir terminé sa dernière intervention. Et puis, vous dire également que vous avez la possibilité au fil de l'eau de poser des questions par SMS. Le numéro est affiché là. 06 27 50 68 18. Donc n'hésitez pas, on recueille vos questions et puis Rémi se fera le relais. C'est pas hyper pratique là. Se fera le relais de vos questions le moment venu. Et donc, peut-être pour commencer et aborder ces différents niveaux de collectifs, une remise un peu en perspective sur l'évolution des politiques sociales, des publics, du rôle de l'insertion. Olivier, je vais vous laisser peut-être prendre un micro. Merci beaucoup donc de l'invitation à intervenir dans cette belle journée. Alors, oui, effectivement, pour répondre à votre demande ou suggestion de resituer peut-être un peu les politiques de l'insertion dans une perspective historique, peut-être pour en comprendre parfois la complexité, puis peut-être des contradictions aussi auxquelles l'action publique est confrontée. Peut-être je voudrais juste revenir sur la façon dont ces politiques de l'insertion, elles sont arrivées finalement dans les années 90, dans un contexte, avec le RMI surtout, dans un contexte historique vraiment de rupture. Je pense qu'il faut peut-être le rappeler, parce que jusque dans les années 80, finalement, le système de protection sociale français, il s'est avant tout construit par intégration. On a construit ce système d'assurance sociale contributive, donc avec après un déclenchement des droits sociaux pratiquement automatique face à la survenue du risque maladie, vieillesse, chômage, etc.
donc ce système d'assurance sociale qui a été construit autour du salariat, il a été fait de façon vraiment intégrative, successive, par des intégrations successives. Ça a commencé avec les groupes socioprofessionnels ancrés dans le salariat, que c'était les fonctionnaires ou les salariés de l'industrie, que ce soit les ouvriers ou les cadres. Et puis ensuite, après-guerre, on a intégré des professions, des groupes socioprofessionnels qui étaient loin du salariat, que ce soit les agriculteurs ou que ce soit les indépendants. Donc on avait l'impression, à la fin des années 70 ou dans les années 80, qu'on avait finalement parachevé une forme d'œuvre de protection sociale qui garantissait des droits solides pour tout le monde. Ce qui s'est passé avec les années 80 ou dans les années 80, c'est que nos sociétés, et surtout la France, a bien dû comprendre que le chômage de masse, le chômage, avec les dégâts que ça pouvait représenter et occasionner dans des groupes sociaux traditionnellement considérés comme faibles, bah, les gens avec des petits niveaux de qualification, les migrants, les gens qui habitent ou qui sont sur des secteurs en déclin, etc., bah, que finalement, ces nouvelles formes de chômage, c'est aussi les années du débat sur la nouvelle pauvreté, si vous vous en souvenez. Le micro marche pas bien. Ah ouais, il faut peut-être que je l'approche un peu plus. On avait ces débats sur la nouvelle pauvreté qui consistaient finalement aussi à dire, mais finalement, il y a un nouveau phénomène qui se développe dans nos sociétés dans les années 80 à cause de la massification et la durabilité d'une certaine façon du chômage, c'est que des tas de groupes sociaux peuvent être touchés par le chômage et par le risque d'exclusion. Un cadre âgé, une femme qui se trouve en situation de divorce après avoir interrompu son activité professionnelle suite à des maternités, etc., sont des gens qui peuvent se trouver, ou des jeunes issus des classes moyennes, qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail. Tout ça sont des publics qui peuvent être au risque de l'exclusion sociale ou du chômage de longue durée. Donc ça a finalement légitimé cette grande réforme des politiques de l'insertion, enfin la naissance d'une certaine façon des politiques de l'insertion qui sont venues remplacer des anciennes politiques de l'assistance où on avait vraiment l'impression que les gens étaient dans une relégation sociale et dans une stigmatisation sociale très forte. Mais en même temps, donc, on a créé cet univers de l'insertion qui est quand même aussi une rupture par rapport aux droits sociaux contributifs très forts et automatiques d'une certaine façon attachés aux professions qui sont ceux des assurances sociales. Donc on a modernisé et en même temps on a créé quand même un système de protection sociale, je ne sais pas s'il faut dire de deuxième classe, mais en tout cas d'un autre genre. On a créé un autre régime avec une protection sociale qui sont des filets de sécurité. On connaît le montant des RMI à l'époque, des RSA, des différentes mesures, etc. Donc on a eu cette évolution très importante dans les années 90, à la fois une modernisation, mais en même temps la création d'un nouveau régime. Et ce que je voudrais dire par rapport à au contexte aussi finalement socio-historique dans lequel ce régime s'est développé, c'est que c'est intervenu cette affaire-là à un moment où on avait des discours très forts qui déjà dans les années 80 ont été diffusés depuis l'OCDE, mais qui ont été beaucoup repris par les organisations internationales et notamment beaucoup par l'Union européenne, des discours qui étaient finalement très critiques vis-à-vis de ces dispositifs d'insertion. Le premier discours, qui a eu une influence très forte en France, c'est il faut rendre le travail payant. Making work pay, disait l'OCDE dans les années 80. Donc ça voulait dire, attention, à créer une distance suffisante entre vos minima sociaux et ce que le travail faiblement rémunérateur, le travail peu qualifié, le travail à temps partiel peut rapporter aux gens qui sont actifs sur le marché du travail. Et ça a donné tout cet agenda qui a été commencé par la gauche finalement, prime pour l'emploi de Jospin, et puis après RSA activité, cette suspicion finalement qui a été portée sur le domaine de l'insertion et sur les minima sociaux, en disant, si on a des minima sociaux trop confortables, bah attention, on maintient les gens dans l'inactivité. Puis il y a eu un deuxième discours très important qui a été diffusé par l'OCDE, c'est notamment les régimes qui font, comme la France, financer la protection sociale par les coûts du travail, donc par les cotisations sociales. Votre coût du travail, Monsieur Desproges, je vous l'avez rappelé, c'est des débats qui sont discutés, qui sont importants, quand on parle de politique de l'emploi et de politique sociale, aussi de l'insertion. Les coûts du travail sont trop importants.
Donc on a commencé à faire des exonérations de charges en France qui représentent aujourd'hui, et ça la gauche et la droite l'ont fait successivement, de faire des exonérations de charges sociales pour les entreprises, enfin de contributions sociales, je ne devrais pas dire charges sociales précisément, et ça coûte des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, et ça vient quand même obérer, me semble-t-il, de la capacité de l'État à financer autre chose du point de vue de l'insertion, du point de vue de l'accompagnement. Peut-être un dernier point que je voudrais dire sur le contexte historique et sur la façon, dans quelle ambiance finalement. Parce que, quand même peut-être un dernier mot, pourquoi je dis ça sur les recommandations de l'OCDE, c'est-à-dire il ne faut pas que les minima sociaux soient trop importants, ou il faut faire aussi d'autres incitations à l'emploi par les entreprises. Je dis ça parce que finalement l'action publique, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que l'action publique, souvent elle est obligée ou elle est amenée à suivre différents objectifs à la fois. Donc ça vient donner de la contradiction, on crée un instrument, puis boum, 2 ans après, on a envie de faire un petit peu l'inverse et on veut corriger le tir, et donc ça donne de la complexité et ça donne une impression d'incohérence dans l'action publique, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Dernier point que je voudrais dire sur le contexte, 1 minute, ouais, je vais être vraiment rapide, sur le contexte dans lequel l'insertion s'est modernisée, s'est redéveloppée à partir des années 90, notamment en France. C'est un contexte aussi où on était un peu dans une ambiance un peu sociopolitique, de méfiance vis-à-vis du service public, de l'administration, de l'État, etc. Donc on a voulu donner aussi sa place au privé, on a voulu décentraliser, on a voulu en terminer avec la tutelle de l'État, donc on a voulu ouvrir le jeu finalement. Et on a voulu créer des réseaux plus participatifs, avec une grande pluralité d'acteurs, de l'État, mais aussi du privé, mais aussi de l'associatif, mais aussi du marchand, etc. Et ça a créé une grande complexité, et on va y revenir d'ailleurs sur cette complexité de l'action publique qui se déploie aujourd'hui dans les territoires. Je voulais rappeler ça. Et peut-être un tout dernier mot pour dire que finalement, et puis aussi sur les professions finalement, parce que ce milieu de l'insertion, il s'est créé sur la base de professions qui n'existaient pas, donc on a dû inventer des professions dans ce domaine de l'insertion, de l'accompagnement, des transitions professionnelles, de la remobilisation. Mais au début, on a quand même travaillé avec les professions qui étaient disponibles, c'est-à-dire des psychologues du travail, c'est-à-dire des gens qui venaient des ressources humaines de l'entreprise, c'est-à-dire des gens qui venaient du domaine des sciences sociales, des gens qui n'étaient pas véritablement spécialistes d'un domaine qui était en train de se constituer. Je crois qu'aujourd'hui, 20 ans ou 30 ans même après la constitution de ce domaine, on a vu fleurir partout des masters, des formations spécialisées, de gens qui sont là pour travailler véritablement dans ce domaine de l'insertion et être des spécialistes de l'accompagnement de ces parcours professionnels. Merci, désolé si j'étais un peu long. Merci beaucoup. Et effectivement, le métier d'éducateur socio-professionnel qui sont, enfin, les personnes qui aujourd'hui mettent en œuvre premières heures dans les structures d'insertion, c'est aussi peut-être un nouveau métier, en tout cas quelque chose qui est différent. Donc l'évolution et les formations, je crois qu'on a aussi un enjeu à faire peut-être évoluer les formations pour intégrer ce type de nouveaux métiers. Marion, Lyon a été le premier territoire d'essaimage de convergence et premières heures en 2019. Pourquoi le foyer Notre-Dame des Sans-Abris a choisi de s'engager dans ces projets? Qu'est-ce que la démarche a changé dans votre quotidien? Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi est-ce que le foyer Notre-Dame des Sans-Abris s'est engagé là-dedans? Parce qu'au foyer, on aime bien les projets un peu fous et peut-être qu'on a une petite forme d'inconscience. Et plus sérieusement, parce que quand on a vu arriver à Lyon cette perspective d'essaimage, on a vu arriver Rémi Tricard et Sophie Roche qui nous ont présenté l'expérience parisienne. On était quelques-uns à lever le doigt et à se dire mais en fait il faut qu'on essaye, il faut qu'on y aille. Et parce qu'en fait toute cette démarche, elle nous a ramené à nos fondamentaux, elle nous a ramené à pour qui est-ce qu'on travaille, pour qui est-ce que les ateliers chantiers d'insertion se mobilisent au quotidien. C'est un public qu'on a dans nos chantiers et en même temps qu'on n'a peut-être pas assez dans nos chantiers, pour lequel on n'a pas toujours assez les moyens d'agir de manière complète. On y reviendra sur ce que ça a produit. En tout cas, ça nous a remis dans nos fondamentaux. Et ça, c'est peut-être principalement pour ça qu'on s'est dit on y va.
Alors je parle avec évidemment le peu de recul, les 3 ans. Alors, on est les plus anciens essaimés, alors on est très fiers, mais bon, voilà, ça a été évoqué ce matin déjà par Jacques Desproges, la diversité des contextes de création. En tout cas à Lyon, quelques associations se sont mobilisées autour de cette perspective. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints depuis, et on est tous rentrés dans la démarche. Ce que je peux dire peut-être sur ce que ça a changé au sein de notre organisation, c'est peut-être, alors en rappelant que le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, sur le territoire du Rhône, sur la métropole de Lyon, est un acteur de l'hébergement. Donc environ 1800 à 1900 places d'hébergement, alors hébergement d'urgence, hébergement d'insertion, logement accompagné, voilà toutes les facettes de nos multiples politiques publiques et tous les dispositifs qui ont été créés pour s'adapter à telle ou telle situation. Et un acteur également de l'insertion par l'activité économique avec un atelier chantier d'insertion, mais aussi d'autres dispositifs d'accompagnement vers et dans l'emploi. Je pense en particulier aux précieux ateliers d'adaptation à la vie active, si méconnus et si mal reconnus. Et en fait, ce que j'observe de là où je suis, évidemment, en dirigeant cette association, c'est que au sein du foyer, on peut avoir évidemment, on peut avoir en miroir ce qu'on reproche aux politiques publiques, des effets un peu de silo. Il y a ceux qui s'occupent de l'hébergement, il y a ceux qui s'occupent de l'insertion. Et en tout cas, un projet comme Convergence et Premières heures en chantier nous a remis dans la dynamique de transversalité, nous a remis dans la logique de l'hébergement, l'accompagnement aux personnes qui sont hébergées. Il ne se préoccupe pas seulement de problématiques sociales, il se préoccupe aussi de problématiques socio-professionnelles. Et pour pouvoir faire ça, il s'appuie sur des collègues, sur des outils qui sont pas loin et qui permettent de partager. De la même façon, il a permis aussi aux salariés, aux collègues qui accompagnent des personnes en insertion dans les ateliers chantiers d'insertion de se retrouver avec des solutions, des perspectives, un travail voilà, partenarial interne qui casse un peu les silos et qui remobilise tout le monde. Et même au-delà de ça, ça fait bouger tout le monde. Comment est-ce qu'on accueille des personnes dans Premières heures en chantier? Comment est-ce qu'on s'adapte? Enfin, on se redit que on a le devoir de s'adapter aux personnes qu'on accueille. Comment est-ce que, et là je parle aussi des fonctions support d'une association comme la nôtre, comment est-ce que la direction administration finance se demande comment elle va payer les gens en liquide à la semaine? Comment est-ce que les gens qui sont chargés d'aménager les locaux se préoccupent d'accueillir des personnes qui ont, pour certaines, dormi dehors et qui vont avoir besoin de se reposer avant de commencer leur activité? Tout ça, ça mobilise en interne et c'est peut-être, en tout cas, un des bienfaits de notre participation. En tout cas, on l'a vécu, on l'a voulu et on le vit encore comme un levier de transformation pour nous, comme un levier d'une mobilisation collective, encore une fois, au sein de notre organisation, au service des personnes qu'on accompagne, de ces personnes les plus précaires qui ont plus ou moins de place dans les ateliers chantiers d'insertion et qu'on a aujourd'hui beaucoup plus les moyens d'accompagner. Merci, merci Marion. Effectivement, enfin, tu évoquais l'enjeu du public qui évolue. Cet enjeu de public, je pense qu'il est probablement dans les préoccupations aussi que porte la ville de Paris. Jacques le disait tout à l'heure, la ville de Paris a toujours soutenu Emmaüs Défi et puis les différents projets Premières Heures et Convergence dès leur lancement. Quelle est en fait la pertinence, Léa, pour Paris de se positionner sur ce type de programme? Vous avez 4 heures. Bonjour, d'abord merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'être à une rencontre nationale qui nous permet de parler de choses qu'on fait au quotidien. Alors je pense que chacun avec son étiquette, avec sa casquette, qui est la lutte contre l'exclusion en général. C'est pas souvent qu'on peut aborder ces sujets-là en grand, si je peux dire ça comme ça, en tout cas dans un bel endroit avec des gens venus de toute la France, donc je suis particulièrement honorée de l'invitation. Donc effectivement, je suis adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités et j'ai hérité des décisions de mes prédécesseuses concernant l'implication et l'engagement de la ville de Paris dans la lutte contre l'exclusion et donc de son investissement auprès de ce dispositif qui pouvait paraître effectivement un peu décalé, un peu fou au démarrage, qui est celui des Premières Heures. À Paris, on a souvent l'image de Parisiens d'une ville riche, qui a les moyens, qui n'a pas de problème,
En fait, c'est pas tout à fait ça. Quand même, le vrai visage de Paris est un visage où effectivement Paris est une ville-monde, une ville où ça brille, une ville où il y fait bon vivre, c'est vrai, mais c'est aussi une ville refuge. C'est une ville où on a des personnes qui vivent au quotidien dans des grandes précarités. On a 35 000 personnes qui dorment chaque soir en centre d'hébergement. On a 17 bains-douches qui accueillent chaque année 900 000 personnes. On a, qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? On a 14 bagageries, ce qui représente un peu plus de 10 000 personnes accueillies. Voilà, donc ça, c'est la réalité de Paris. On distribue 11 000 équivalents repas par jour en aide alimentaire. On a près de 65 000 allocataires du RSA, avec un bond très important qui a émergé à l'aune de la crise sanitaire. On est passé de 60 à 70 000 allocataires RSA. Autant vous dire qu'aucun de nos dispositifs n'était en capacité d'absorber une augmentation de 10 000 nouveaux allocataires en un temps aussi court. Bon voilà, Paris c'est aussi ça. C'est aussi une ville de la précarité, de l'exclusion, de l'isolement. Et en fait c'est ça qui nous motive dans le fait d'être capable de pouvoir trouver non seulement des cadres existants et essayer de les installer et de les développer sur Paris en fonction des différents publics et des différentes urgences qu'on peut constater, mais aussi de savoir imaginer et participer à l'inventivité du réseau associatif, et le dispositif Premières Heures le permet. Je voulais aussi dire que la solidarité à Paris, c'est aussi, et c'est pas toujours facile, beaucoup de gens qui y interviennent, parce que les Parisiens sont particulièrement solidaires. On peut le noter dans tout un tas de temps dans lesquels ils s'engagent et ils s'investissent. Je prends comme exemple la nuit de la solidarité, qui est une nuit où, une fois par an, depuis 5 ans maintenant, nous faisons un décompte basé sur des équipes de professionnels, mais aussi de bénévoles, qui vont compter à un instant T, en plein hiver, entre 22h et 1h du matin, celles et ceux qui restent sans solution d'hébergement. Alors on a commencé cette démarche-là en 2018 parce qu'il y avait un petit enjeu sur savoir combien de personnes dormaient à la rue dans Paris, et puis aussi de savoir quel était leur profil. Et cette démarche-là, elle permet en fait 3 choses, au-delà de mettre tout le monde d'accord sur un nombre définitif, qui aujourd'hui est à 2600 personnes en janvier 2020, ce qui évite d'avoir des hésitations sur là où on en est, mais c'est bien 2600 personnes en plus des 35 000 qui sont pris en charge chaque jour, qui n'ont pas de solution d'hébergement. En plus de ça, ça nous permet de pouvoir aussi mobiliser celles et ceux que la question de la solidarité intéresse, de pouvoir leur proposer un cadre d'intervention, de pouvoir transformer l'essai de ce décompte vers des engagements associatifs à portée de main. Et puis ça nous permet aussi, puisqu'on a un petit questionnaire, d'avoir un profil un peu qui se dégage des personnes que nous croisons et qui donc sont sans solution d'hébergement à un instant T. Et là, c'est particulièrement pertinent parce que on se rend compte qu'en fait, la plupart des gens qu'on croise, en fait, ils travaillent, ou en tout cas, ils essayent. Même si l'emploi n'est pas toujours facile. Ils sont pour une part d'entre eux allocataires du RSA, mais sans aucun suivi social particulier. Ils n'ont qu'une envie, évidemment, c'est de pouvoir sortir de leur situation. Et il y a 2 conditions à cela. La première, c'est celle effectivement d'accéder à un emploi, aussi modeste soit-il dans une première étape. Et puis la deuxième, c'est d'accéder à un logement, là aussi modeste soit-il dans une première étape. Et en fait, ça, on le retrouve dans le petit film qu'on a vu en introduction, parce que c'est ça qui permet de remettre un peu le prix à étrier, de redonner un peu de dignité, et de monter en puissance dans sa réinsertion sociale. Et puis je vais finir, parce que vous parliez de silos. C'est pas toujours facile de sortir du rail sur lequel on a été lancé, en fait, et sur lequel on s'est lancé pour plein de raisons. Parfois parce qu'on ne se pose pas trop de questions et qu'on a le nez dans le guidon, d'autres fois parce que les partenaires avec lesquels on est censé travailler, c'est pas toujours simple. Bon, voilà. La crise sanitaire, elle a quand même permis de faire évoluer, je trouve, beaucoup de choses de ce point de vue-là, et
les dispositifs associatifs, les dispositifs municipaux, les dispositifs de l'État ont pu converger. J'utilise ce mot volontairement, j'ai réussi à le placer, et pouvoir essayer justement de transformer un peu l'essai de on est chacun sur son public, on est chacun sur sa tranche d'âge, on est chacun sur son dispositif. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, dans la manière dont aujourd'hui la mutualisation et la manière dont on se projette, donc dans l'essaimage des bonnes idées qui peuvent émerger des territoires. Ce dispositif-là est pour moi une vraie illustration de la capacité qu'on a à pouvoir transformer l'essai ne plus faire chacun dans son couloir en fonction de sa situation, de son financement ou de son machin. Et donc de dépasser un peu ça. Et on essaye de le faire à Paris avec le pacte de lutte contre l'exclusion, effectivement, dont l'acte 2 a été signé au mois de juin dernier, qui a vocation à mettre tous les acteurs qui sont intéressés à la question de la solidarité autour de la table et à essayer, à la fois par des engagements stratégiques, mais aussi par des actions concrètes qui vont se décliner sur le territoire, de pouvoir venir accompagner, créer, imaginer, développer des dispositifs de lutte contre l'exclusion. D'ailleurs, on ne l'appelle plus lutte contre la grande exclusion, parce qu'on a bien senti qu'au moment de la crise sanitaire, la question de la grande exclusion, qui est une vraie question, hein, a un peu glissé, parce qu'on a des publics qui ne sont pas tout à fait en situation de grande exclusion, mais dont on sent bien que la bascule est plus très loin. Et donc c'est aussi vers ces publics-là qu'on souhaite s'adresser en organisant ce type de démarche partenariale, c'est de pouvoir s'assurer que celles et ceux qui sont un peu au-dessus, mais dont on sent bien qu'ils sont juste... Enfin, il suffit de pas grand-chose pour que malheureusement ils basculent du côté de la grande exclusion, que ces personnes-là soient pas non plus oubliées des dispositifs qu'on essaye de mettre en place. Donc voilà, j'ai essayé de dire pourquoi est-ce que la ville de Paris est particulièrement investie depuis 2009 sur la question des premières heures. Merci, merci Léa. Thibaut, c'est l'ancien directeur de structure d'insertion que je vais m'adresser, puisque Arès en fait est rentré très vite dans le cadre et dans le collectif Convergence. Dès 2012, la structure a été mobilisée. Quel regard, finalement, toi, tu portes en tant que directeur ou ex-directeur de structure d'insertion sur ces programmes Convergence et Premières Heures? Bonjour à tous, et puis ravi d'être parmi vous et puis de vous retrouver un peu plus de 13 ans après effectivement les débuts de ces aventures. Peut-être comme ancien responsable associatif avec Arès, mais aussi peut-être avec le travail qu'on a fait et qu'on a fait avec, je reconnais un certain nombre de têtes connues malgré les lumières qui nous sont envoyées dans la figure, de gens qui ont contribué à mettre en place le pacte d'ambition par l'activité économique. Parce que ce qui est motivant et ce qui motive, je pense, ce qui est la raison d'être presque un petit peu de votre action, d'ailleurs elle est un peu double, puisque moi je vois dans le dispositif Premières Heures la matérialisation de ce que nombreux ici revendiquent comme l'idée que personne n'est inemployable, qu'en tout cas tout le monde peut avoir une utilité sociale, évidemment dans la diversité de la vision du travail qu'a rappelé Jacques tout à l'heure dans son propos introductif, et que moi aussi j'ai monté des chantiers d'insertion, et qu'on s'aperçoit quand même quand on se pose avec les équipes de la capacité qu'on a parfois à finalement, ou plutôt l'incapacité qu'on avait de temps en temps à accueillir vraiment des personnes qui étaient très éloignées, très fragilisées, très en difficulté par rapport à finalement l'idée du cadre quand même, et puis de l'exigence quand même qu'on va retrouver dans un chantier d'insertion. Et donc le dispositif Premières Heures, de dire finalement on commence 1 heure, 2 heures, 3 heures, on prend le temps, je pense que c'est la matérialisation du personne au bord de la route. Et donc ça c'est assez précieux évidemment quand on est une structure d'insertion et puis que on revendique le fait de fermer la porte à personne. C'est pour ça qu'on avait besoin de se tourner vers Emmaüs Défi à l'époque, pour pouvoir marcher main dans la main, et que finalement, justement, cette première marche, le dispositif Premières Heures, on puisse l'expérimenter et puis la faire grandir.
et c'est pour ça aussi qu'on l'a mis dans le dispositif premières heures pour pousser l'expérimentation, ensuite plutôt là au niveau du ministère du Travail et du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, de pousser très fortement le dispositif premières heures, avec le fait, et en ce moment c'est quand même aussi un petit peu le sujet, c'est que cette expérimentation-là, elle a fait ses preuves, elle s'est étendue auprès d'un grand nombre de chantiers d'insertion de territoire, et qu'il y a un moment donné, il faut quand même aussi offrir un cadre de stabilité aux acteurs et de la visibilité pour pouvoir ensuite pouvoir aller plus loin. Donc c'est ce qui est devant nous, mais dans pas trop longtemps. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler déjà avec le ministre du Travail dès demain d'ailleurs à Lyon. Convergence, c'est quelque chose, je pense, qui est, j'ai envie de dire, quand même inhérent, consubstantiel à l'insertion par activité économique. Je pense que ce qu'on revendique tous, c'est que chaque personne est singulière et qu'elle a besoin d'un accompagnement qui soit à la fois personnalisé, qui soit adapté et, comme disent parfois un petit peu de façon, l'accompagnement sans rupture, l'accompagnement à 360 degrés, en fait, une personne a tout un tas de réalités, et ça, vous êtes bien placé pour le savoir dans l'accompagnement. Et de temps en temps, ça peut être l'accès aux droits, évidemment, la santé, la mobilité, le logement, mais ça peut être aussi une confiance personnelle, des difficultés familiales, un historique et un passé qu'il faut pouvoir affronter. Et que si on prend la personne, alors il y a l'organisation en silo institutionnel, et qui ensuite, après, derrière, devient une violence sur la personne qui doit finalement s'adapter et qui ne trouve qu'un ingrédient et jamais l'autre au même moment. Et Convergence, finalement, c'est une manière de remettre sur la table cette nécessité de faire que chacun s'organise au service de la personne accompagnée et de celui ou celle qui l'accompagne. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez clé, c'est que nos systèmes aujourd'hui, finalement, c'est aux personnes et à ceux qui les accompagnent de s'adapter à la complexité dont parlait Olivier tout à l'heure, et que si on renverse pas ça, on va continuer de mettre énormément de personnes dans la difficulté. Merci Thibault. Effectivement, et complexité, on peut aussi parler de complexité dans tout ce qui va être gouvernance, animation des collectifs. Olivier, quelle est finalement votre vision quand on a préparé en fait cette table ronde? Vous m'avez dit c'est souvent il y a beaucoup de comitologie, c'est compliqué, le collectif c'est bien mais ça a quand même du mal à fonctionner. Donc quelle est un peu votre vision de ces démarches collectives? Non, ben, moi je ne veux pas avoir un regard négatif. Je pense que c'est important la décentralisation, c'est important que les acteurs puissent conserver une autonomie finalement, les acteurs de terrain, les acteurs opérationnels qui proposent des choses concrètes. Parce que finalement, je pense qu'on a été quand même longtemps dans un univers où quand on allait au congrès comme ça des associations sur l'insertion, sur l'aide aux personnes âgées, différents types de services sociaux, disons, au-delà même de l'insertion, c'était quand même vraiment beaucoup pour les acteurs l'angoisse du modèle du tout appel d'offres, quoi. Donc avec l'idée qu'il fallait se conformer absolument à une commande de l'État, de l'État ou de partenaires financeurs, les communes, les départements, etc., avec des cadres qui étaient finalement très très contraignants et très contraints. Donc ça, c'était une vraie difficulté. Et qui imposait aussi beaucoup de participation croisée, etc. Et ça, je pense que c'est une des choses que je voulais dire, effectivement. Les gens passent leur temps dans des CA, dans des COPIL, dans des CODIR, dans des tas de choses comme ça. Et parfois, ça fonctionne parce qu'il y a de la bonne coordination entre les acteurs, mais parfois, ça ne fonctionne pas. Les gens ne sont pas présents, il y a de l'attrition, il y a de l'abandon, et ça décourage énormément les acteurs opérationnels. Et surtout que c'est souvent les gros qui ne sont pas là, c'est-à-dire la grosse commune du secteur, l'État qui ne vient jamais dans les CA, dans les machins. Et ça, effectivement, c'est très démobilisateur pour les acteurs opérationnels. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que, donc ça c'est un enjeu pratique finalement, mais je pense que finalement, derrière cette
cette horizontalisation finalement des politiques de l'insertion, ou ce qu'on a voulu penser ou présenter comme une horizontalisation des politiques de l'insertion, c'est-à-dire la fin de la tutelle de l'État. D'abord, ce n'est pas complètement vrai, parce que souvent l'État, il décentralise d'une main, puis il recentralise de l'autre. Et puis surtout, il me semble que ça vient poser quand même la question de qui vient définir les coordinations sur un territoire, parce que au fond, il y a quand même des enjeux de pouvoir, il y a des luttes de pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, je me souviens dans les années 90, quand on avait décentralisé les politiques de la formation professionnelle, par exemple, on disait, ouais, on va créer des lieux, des réseaux dans lesquels on va définir un intérêt général territorial autour de la formation ou autour de l'insertion. Mais finalement, qui définit cet intérêt général territorial? Qui a le pouvoir de donner une orientation véritablement? Et moi, je voudrais juste terminer sur un enjeu démocratique qui me semble vraiment important. Je pense que les acteurs privés, les acteurs opérationnels, ils ont des tas de choses à proposer. Ils sont d'accord pour jouer le jeu du financement public, donc de respecter les cahiers des charges. Ils le montrent depuis des années. Mais simplement, de l'autre côté, du côté des vrais acteurs publics, au sens des acteurs institutionnels, que ce soit l'État déconcentré ou que ce soit les collectivités territoriales, il faut quand même que ces gens-là, les institutionnels, soient capables de créer un cadre cohérent pour les acteurs opérationnels. Et ça, je pense que cette cohérence, ça veut dire éviter les redondances, éviter les luttes de pouvoir entre la région, l'État, le département et la commune. Et je pense que pour ça, je pense que si on s'interroge sur qui doit définir un intérêt général territorial, je pense qu'il faut que tout le monde soit un peu dans son rôle. Il y a quand même des acteurs qui sont des acteurs élus, qui ont une légitimité qui est une légitimité spécifique. Et il me semble que c'est à eux d'assumer cette légitimité en essayant de créer un cadre, si ce n'est cohérent, au moins vivable pour les acteurs opérationnels. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, je vous presse un peu, mais je vois le temps qui file. C'est vrai que dans la mise en place des programmes, on s'adapte au maximum aux spécificités territoriales. On tient compte des acteurs et des particularités de chaque territoire. Marion, tu nous as expliqué tout à l'heure pourquoi vous étiez rentrée dans ce programme. Et Olivier parlait justement de l'évolution des relations partenariales de ce collectif. Dans quelle mesure, en fait, la mise en œuvre de ces programmes a changé votre mode de fonctionnement avec vos partenaires? Et puis, deuxième question qu'on pourra aborder dans la foulée, comment vous imaginez la suite? Pour commencer à répondre, on doit avoir quand même une bonne coordination à Lyon, parce que je voudrais saluer l'équipe Convergence Lyon et sa coordinatrice, parce que la comitologie n'est pas trop lourde, me semble-t-il. Simplement, ce que je peux dire rapidement, la mise en place de Convergence à Lyon a fondamentalement changé nos relations entre ateliers chantiers d'insertion. Ça a créé des relations qui n'existaient pas ou peu. C'est extrêmement fort de revenir sur ces 3 années de coopération où des organisations qui se croisaient parfois ont appris à travailler ensemble, où des CIP, des ETI ont partagé des pratiques, où ils ont monté ensemble des actions de formation pour les salariés en insertion, où ils se rencontrent dans des réunions de travail, dans des comités, etc. C'est d'une très grande force. Ça crée une envie de travailler ensemble, de monter des projets ensemble. C'est une dynamique, rien que ça, je parle même pas évidemment des parcours des personnes qu'on accompagne, mais rien que ça, c'est un effet très, très, très puissant. Ce dialogue entre les acteurs de terrain qui, vu la dynamique Convergence Premières Heures, finit par atténuer un peu ce qui peut s'apparenter à de la concurrence entre acteurs aussi, il faut bien le dire, qui est entretenue par certains fonctionnements des politiques publiques. Mais quand on est tous ensemble sur le territoire lyonnais à travailler ensemble à Convergence Premières Heures, à se demander comment on met en œuvre, à s'entraider les uns les autres sur la mise en œuvre, je crois que là, on dépasse quelque chose, on dépasse un des aspects peut-être un peu contraignants de nos différents métiers. On a, sur l'aspect partenarial, travaillé évidemment atelier chantier d'insertion tous ensemble. J'ai en souvenir la première visite qu'on a faite à Paris, tous ensemble. On est venus
rencontrer Premières Heures à Paris. C'était un moment assez fondateur. Mais on travaille aussi avec tous les autres acteurs de l'urgence sociale, les accueils de jour, le SAMU social, les maraudes, etc. Et tout ça voilà, crée encore une fois un cercle qui vient élargir un peu la pratique, qui vient enrichir, qui vient croiser les expertises, les regards, etc. J'ai parlé tout à l'heure des partenariats internes, mais enfin, il y a aussi des partenariats externes avec des entreprises. Franprix a été cité tout à l'heure. À Lyon, on a Keolis, mais cette mise en œuvre progressive de certains emplois progressifs, pardon, qui viennent augmenter le temps de travail en entreprise en diminuant celui en atelier chantier d'insertion, c'est à la fois tellement simple et tellement incroyable d'arriver à faire ça, de trouver des entreprises qui se mobilisent pour ça. Donc là, on a en créant ce collectif Convergence Premières Heures à Lyon, on a aussi créé ou élargi en créant un collectif avec des entreprises qui se mobilisent autour de ce public. Vous pensez au partenariat autour du logement, où en fait, ça a été dit, et c'est notre quotidien, de voir une dimension avancer pendant que l'autre recule, et ça crée des ruptures qui sont finalement un énorme gâchis humain, à défaut de parler de gâchis de moyens en général. Et donc, on voit là aussi des partenariats se nouer autour de l'accès au logement, de mesures ASLL, etc. Donc, il y a plein de choses qui, autour de Convergence et DPH, Premières Heures en chantier, créent de la dynamique. La troisième dimension partenariale, c'est aussi celle de la santé. C'est une prise de conscience aussi assez forte de cette dimension de l'accompagnement dans les ateliers chantiers d'insertion, des ateliers collectifs à destination des salariés en insertion, à la CPAM, des gynécologues sans frontières, voilà, toutes ces structures qui peuvent venir appuyer l'accompagnement des salariés en insertion. Tous ces partenariats-là, c'est aussi cette dimension collective qui nous permet de mettre en œuvre nos fondamentaux. Peut-être aussi que dans la dimension partenariale ou collective qui émerge sur le territoire lyonnais, il y a aussi le fait qu'ensemble, on est plus fort, ou en tout cas plus crédible, plus lisible, plus visible vis-à-vis des partenaires publics, vis-à-vis des financeurs. On a à Lyon une métropole, on a des services de l'État, on a une agence régionale de santé, on a des communes aussi qui peuvent s'intéresser, on a bien sûr des partenaires privés. Et donc quand on arrive collectivement avec une mission, avec un savoir-faire, avec des résultats, il faut bien le dire, 250 salariés sur le territoire lyonnais, eh bien à la fois on incarne, on rend visible cette politique publique là, de la rue à l'emploi. Je crois que voilà, on est vraiment complètement dedans. On a en face de nous des services de l'État, fusion des DCS directs, maintenant DETS, qui portent aussi ces politiques. Et je crois qu'on est complètement crédible, légitime à incarner ces politiques. Donc je trouve que aussi un des effets de cette dynamique collective, c'est que on met de la transversalité entre l'hébergement, l'insertion professionnelle, on incarne ces politiques publiques et je crois que là, c'est un effet très, très positif, enfin très, très puissant toujours pour les personnes qu'on accompagne. Merci. Je devais dire, et la suite, alors je voudrais quand même dire qu'on n'imagine pas que ça puisse s'arrêter. Voilà, les acquis sont là. Le travail collectif, je pense voilà, aux personnes qui sont en parcours dans les chantiers d'insertion, ceux qui sont aujourd'hui à Lyon, mais partout en France, sur tout le territoire. On a besoin là de visibilité sur la suite, ça a été déjà dit. On a besoin de savoir vers où on va. Nous, comme employeurs, on s'engage dans une visée un peu à moyen terme. Comment est-ce que tout ça va continuer? On a besoin aussi que la particularité de Convergence et de Premières Heures, qui finalement nous remet au cœur de nos missions, elle soit aussi prise en compte par les politiques publiques, qu'elle soit prise en compte dans les dialogues de gestion. Comment est-ce qu'on aménage ces dialogues de gestion avec le public qu'on a? Voilà, on a besoin vraiment et on a envie, je crois, de continuer à travailler sur ces dispositifs-là. Donc on a besoin aussi de voir la suite.
Merci, effectivement. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir envie de voir la suite. Peut-être très, très rapidement, pour que Thibaut ait le temps de répondre, Léa, vous aussi, j'imagine que vous êtes impatient de voir la suite. Et finalement, quelle perspective, enfin, à la fois en tant qu'élu local, hein, citoyenne, militante, quelle perspective vous pouvez imaginer pour ce type de programme que sont Convergence et Premières Heures? Eh bien, en fait, effectivement, d'abord, on ne voit pas comment tout ça peut s'arrêter, que ce soit pour ce que ce dispositif est utile pour les personnes accompagnées. À Paris, c'est 350 personnes accompagnées, mais aussi pour ce qu'il a créé dans le quotidien du travail social. Et c'est ça que je voulais aborder sur cet angle-là, c'est que moi, je suis assistante sociale de formation initiale. J'ai vu depuis 20 ans le travail social évoluer. Et ce que je trouve qui a été intéressant dans la manière dont les premières heures sont venues un peu changer une certaine idée, certaines pratiques professionnelles des travailleurs sociaux dans leur ensemble. Il a été très utile. Alors aujourd'hui, il n'est plus du tout envisagé de faire ça, mais il y a quelques années, c'était pas si évident que ça, pour plein de raisons. Alors en tout cas à Paris, parce qu'on n'accueille pas de la même manière les personnes qui sont grands exclus et ceux qui ne le sont pas. Ne serait-ce que physiquement, c'est dans 2 lieux différents. Parce que à chaque fois qu'il y a un changement de situation, un grand exclu, il change d'interlocuteur. Donc ça simplifie quand même pas son quotidien. Et puis parce que le CCAS de Paris, qu'on appelle le Centre d'action sociale de la ville de Paris, n'était pas intéressé par le fait que les personnes grands exclus puissent éventuellement envisager de reprendre une activité professionnelle. C'était pas ça l'objet, quoi. L'objet était d'éviter qu'ils soient trop alcoolisés, qu'ils sentent pas trop mauvais. Bon, voilà, c'est à peu près ça l'idée. On était vraiment sur quelque chose d'assez simple. Donc ça a modifié quand même en profondeur l'approche qu'on a vis-à-vis des publics grands exclus. Et je le vois, ça s'est traduit très fortement parce que le CASVP, donc le Centre d'action sociale de la ville de Paris, porte un chantier d'insertion premières heures, emploie 25 personnes qui ensuite vont travailler au CASVP sur des métiers de restauration essentiellement, mais aussi sur d'autres. Et honnêtement, ça, il y a encore quelques années, c'était inimaginable de pouvoir imaginer que le service public, et c'est là que je viens compléter tout ce qui a été dit précédemment sur la partie associative et la partie entreprise. Le service public est aussi capable non seulement de prendre partant de ce que porte ce type de dispositif, de pouvoir se modifier en profondeur ces pratiques, mais aussi donc de pouvoir le rendre concret pour ses usagers au quotidien. Donc j'y crois, je crois que ça, c'est la preuve, et je termine sur ça, c'est ma dernière phrase, que non seulement ce dispositif est indispensable, mais qu'en plus, au-delà d'essaimer, en vérité, il doit relever du droit commun et de politiques publiques nationales qui ne peuvent plus seulement se reposer sur les collectivités. Je ne dis pas ça parce que la ville de Paris va se désengager, mais je pense que ça a vocation à accompagner en profondeur des évolutions de pratiques professionnelles et de quotidien de notre travail social pour pouvoir être encore meilleur dans l'accompagnement des plus exclus. Merci beaucoup. Et effectivement, ça aurait été dommage de te couper avant cette dernière phrase qui me pose directement la question à Thibaut et la suite finalement. Alors que l'État lance une politique du plein emploi, comment des programmes tels que Premières Heures, Convergence viennent alimenter les réflexions et puis de manière peut-être plus pragmatique, même si on espère tous avoir une réponse concrète ce soir, et demain, et après. En tout cas, moi, je bois du petit lait et je partage complètement ce que vient de dire Léa. On voit bien que, d'abord, on a un enjeu quand même de clarifier les rôles. Et je pense que dans le chantier France Travail, qui fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une sédimentation quand même de compétences, de pratiques diverses et variées qui font que ça devient quand même très, très compliqué. Que ce soit pour la personne ou pour l'employeur de s'y retrouver. Et je pense que ça va être quand même important qu'on repose un petit peu les choses avec les uns et les autres pour finalement que chacun apporte le meilleur de sa responsabilité.
La deuxième chose qui a été évoquée avec l'exemple des CCAS et du CASVP avec qui j'avais l'habitude moi de travailler à l'époque, ben, on voit bien que il faut sortir du social d'un côté et de l'insertion par le travail de l'autre. D'ailleurs, moi, je dois avouer à titre personnel que je, je refuse un petit peu, je réfute un peu l'idée qu'il y aurait des gens qui seraient orientés vers de l'accompagnement purement social, et puis d'autres vers de l'accompagnement purement professionnel, et puis au milieu, des gens qui seraient sur le socio-professionnel. Pour moi, tout le monde a besoin d'un accompagnement social et professionnel, quelle que soit sa situation. Alors évidemment, quelqu'un qui est très éloigné de l'emploi va avoir besoin d'une intensité sur le social beaucoup plus importante, peut-être même de temps en temps de décider de mettre de côté la question de la perspective de l'emploi, le temps de pouvoir retrouver une assise personnelle. Mais ça me semble très important de sortir de cette philosophie, de ce principe-là. Et moi, j'aurais à cœur, et j'espère avec vous, de porter cette philosophie-là au niveau de France Travail dans l'ensemble de son organisation. La deuxième chose, c'est que du coup, ça va supposer d'accompagner les gens dans des changements culturels et de les outiller. Alors les outiller, bah, typiquement la plateforme de l'inclusion, elle a été faite pour, et c'était une demande que vous aviez, c'était d'abord de simplifier la vie des gens, typiquement avec l'agrément qui était quand même, enfin pour ceux qui l'ont connu, une lourdeur administrative un peu inutile. Et puis la deuxième chose, c'est de connecter du coup ceux qui sont au contact des personnes les plus éloignées, dans les CCAS, mais aussi dans les centres d'hébergement d'urgence, dans ceux qui font des maraudes, avec à faire le premier kilomètre du premier pas vers les entreprises, les chantiers d'insertion, les structures d'insertion par activité économique qui, elles, sont à même de proposer la première heure de travail, le premier contrat de travail là-dessus. Je crois que la semaine dernière, enfin, on l'a pas fêté d'ailleurs, mais on a passé le millionième de candidatures traitées sur la plateforme et j'observe qu'on a de plus en plus, même s'il y en a quand même encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, avec main dans la main avec les collectivités, effectivement sur les centres d'hébergement d'urgence, sur les CCAS, sur tous ceux qui sont dans la prise en charge de la grande précarité, pour pouvoir faire en sorte que ces liaisons se fassent de façon plus naturelle. Donc il faut outiller. C'est-à-dire outiller, et c'est vrai aussi des gouvernances et de la comitologie. En fait, on fait beaucoup de comitologie, mais sans avoir spécialement finalement de partage de la donnée entre les uns et les autres pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, je ne le dis pas pour Convergence, d'ailleurs, parce que justement, c'est très documenté, et donc du coup, ça vous permet de piloter et de voir là où on a assez de réponses aux besoins des personnes, et puis là où il va falloir un petit peu aller plus loin. Alors, il y a tant de choses à dire qui sont assez inspirantes pour France Travail que je me tairai là-dessus, puisque de toute façon, on ouvre les travaux et que vous y serez associés. Et je peux vous dire que, évidemment, la philosophie d'insertion par activité économique va traverser en tout cas toutes nos réflexions et toutes nos décisions futures. Et puis, je connais suffisamment votre tempérament pour savoir que vous veillerez, vous aussi, à ce que ce soit bien pris en compte. Mais pour la suite, eh bien, il y a les expérimentations. Moi, je pense que c'est bien de laisser... Enfin, toutes les belles politiques publiques d'aujourd'hui sont souvent nées quelque part dans un territoire avec une union d'associations, de collectivités, d'entreprises, de temps en temps aussi d'acteurs publics, de fonctionnaires qui étaient prêts à sortir un petit peu des sentiers battus en se concentrant sur la cause, en se concentrant sur l'impact. Là, je pense qu'effectivement, on arrive à un niveau de maturité où ça deviendrait une fragilité que de ne pas donner de la perspective et de consolider ça. Dans les propositions, sans rentrer dans le détail, mais sur le dispositif premières heures, il y a quand même la question du modèle économique, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir un paiement à l'heure qui soit le même en chantier d'insertion qu'en premières heures, puisqu'il y a moins d'heures. Et par contre, il y a un accompagnement qui est au moins aussi important. Donc, il faut discuter. Je crois qu'on était on avait évalué un petit peu avec vous le fait d'avoir une aide au poste qui soit doublée sur les heures faites en dispositif premières heures. Enfin, ça, c'est des pistes un petit peu concrètes, mais sur lesquelles il va falloir évidemment que maintenant ça se crante et ça s'ancre là-dessus. Sur Convergence, il y a aussi beaucoup de choses très concrètes à imaginer, mais moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Léa là-dessus. En plus de ça, on a des services publics quand même qui font des choses super, mais qu'on ne connaît pas forcément toujours très bien. Par exemple, moi je pense sur la santé, nos CPM,
il y a des bilans de santé, il y a des consultations psychologiques, il y a à peu près tous les ingrédients qu'on retrouve d'ailleurs, et vous faites émerger cette culture-là avec Convergence. Simplement, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il n'y ait plus une seule personne qui en a besoin et qui rentre dans un parcours d'accompagnement qui ne puisse pas bénéficier de ce type d'accompagnement très concret, qualitatif là-dessus. Et donc ça, c'est des sujets qui sont mis sur la table à la fois, et probablement que Jean-Christophe Combe en parlera ce soir, sur la levée des freins périphériques, mais moi, la levée des freins périphériques est totalement embarquée dans la question de France Travail, encore une fois, et donc de s'assurer que sur tous les territoires, ces services publics-là soient adaptés. Et donc c'est là où moi, ça m'intéresse évidemment de regarder avec vous à chaque fois là où il faut éventuellement ajuster, adapter à la réalité des besoins. Et votre expérimentation va être extrêmement précieuse pour ça. Et ensuite, adapter aussi en volumétrie. Parce que, en fait, comme on a des systèmes et des services qui parfois ne sont pas assez accessibles, d'ailleurs, je suis sûr qu'il n'y a pas un conseiller d'insertion sur deux qui connaît l'ensemble de la richesse de l'offre qu'on peut trouver auprès d'une CPM. Donc on a un sujet de faciliter l'accès en fait, à cette information et surtout après d'ailleurs à ce service, pas avec une consultation dans 3 mois ou dans 4 mois quand la personne elle en a besoin d'une dans l'urgence. Donc à partir du moment où on va créer la demande, en face, il faudra bien qu'on se pose la question de l'offre et est-ce qu'on est capable d'absorber ça et donc interroger et travailler main dans la main avec les services publics et c'est le cas en tout cas avec France Travail, avec la CNAM, mais avec la CAF aussi sur les services enfants ou le soutien familial, enfin avec tous les organismes. Ils sont assez nombreux en France, mais qu'on puisse les coordonner à votre service. Donc en tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je ne suis pas ministre et donc c'est pas moi qui vais faire les annonces, mais de la même manière qu'on avait avancé sur l'insertion par activité économique, je peux vous dire qu'on sera très très attentif et que je le serai particulièrement à vos côtés pour cela. Et désolé pour le train qui part, que je ne peux pas retenir, et du coup, je vais devoir vous abandonner dans ces débats, mais en tout cas, je ne vous abandonne pas dans le combat. Merci beaucoup Rémi, et merci beaucoup Sophie, en tout cas, d'être des pugnaces comme ça sur la cause. Merci. Juste, je me permets, on avait une question, que je collecte vos questions, merci. Qui s'adresse directement à toi. Et du coup, je me permets de te la poser. Est-ce que le projet France Travail va impliquer une régionalisation et comment va-t-il s'ancrer dans les territoires et intégrer les spécificités de chacun de ces territoires? Bon, alors, je vais faire la réponse politiquement correcte. Puisque la concertation n'a pas démarré et que le premier comité des parties prenantes se passe vendredi, je serais bien incapable de répondre de façon très précise là-dessus. En tout cas, ça n'implique pas, en tout cas, à mes yeux, et je pense aux yeux du ministre, ça n'implique pas la régionalisation. Par exemple, il n'est pas question de faire une régionalisation du service public de l'emploi au sens où on appelle décentralisation. Moi maintenant, ça c'est ma conviction personnelle. Donc, et en tant que préfigurateur, je ne suis pas là pour imposer mes vues, mais pour faire en sorte que les vues dans l'intelligence collective puissent émerger et qu'on puisse tracer des lignes claires et concrètes pour pouvoir progresser ensemble et essayer de résoudre un petit peu des mots MAUX qui ont été évoqués dans cette table ronde. Moi, je pense que la régionalisation et la décentralisation plutôt, c'est un mot peut-être qui n'est plus tout à fait, enfin qui est un peu dépassé. Moi, je crois au principe de c'est celui qui fait qui sait. Et celui qui fait dans l'insertion, dans l'accompagnement, dans l'emploi, bah pour moi, c'est le conseiller, c'est la personne qui accompagne. Et c'est la personne elle-même, évidemment, qui prend des décisions, qui mène des actions, etc., pour pouvoir s'en sortir. Et qu'aujourd'hui, on a clairement une organisation qui est pensée au national, qui tombe ensuite, comme la gravelotte, sur le régional, puis sur le départemental, puis sur l'échelon local, puis ensuite, après derrière, sur la tête des gens. Et donc, une fois que j'ai dit ça, le défi est assez important, mais je pense qu'il y a franchement des voies pour faire en sorte qu'on reparte plutôt des besoins et pas de la capacité à générer plein d'offres de tout un tas de dispositifs là-dessus, des besoins vraiment des personnes. Ensuite, du coup, du bassin de vie, qui n'est pas assez présent en fait dans l'animation des politiques d'emploi. Donc, je pense les collectivités. Alors évidemment, après derrière des bassins de vie qui vont être entre Paris et puis le bassin de vie de l'Édinois, d'où je suis originaire dans le Pas-de-Calais, c'est pas tout à fait la même chose. Mais le bassin de vie, parce que c'est lui qui est dans la proximité, dans la connaissance
dans la connaissance fine, justement, de la vision à 360. Qui c'est qui connaît les problématiques de logement? Qui c'est qui va pouvoir faire le lien entre le CCAS et puis la structure d'insertion? Qui c'est qu'il y a une entreprise qui s'installe et qui va avoir besoin d'une vingtaine de salariés qui va s'installer là-dessus? C'est dans cette proximité-là. Et donc, c'est plutôt en tout cas remettre le bassin de vie. Et évidemment, par subsidiarité, le département, dans sa fonction renforcer le département, dans sa compétence sociale, dans sa compétence d'insertion, par subsidiarité, venir au soutien de toutes ces actions de terrain, et la région sur la dimension formation. Mais donc, en tout cas, moi, à titre personnel, c'est plutôt dans cet état d'esprit-là que je rentre dans les conversations, mais peut-être que j'aurai changé d'avis, d'idée, en tout cas d'humeur, à la fin de la première réunion des parties prenantes qui se tiendra vendredi. Merci à tous. Merci, merci beaucoup Thibault. Et juste pour préciser quand même sur le point particulier de la CNAM, dire que Convergence France a un partenariat au niveau national avec la CNAM et qu'il y a déjà des partenariats au niveau de tous les territoires Convergence avec les CPAM locales. Je propose qu'on prenne quelques questions, si vous êtes prêts, en régie. C'est toi la régie. Non, parce que je vais continuer à recevoir les textos. Du coup, on avait une question qui est plus, plusieurs questions, merci, qui sont. On n'a pas mentionné, mais on a aussi des personnes qui nous suivent en ligne. Donc, on a certainement aussi des questions qui nous viennent par les personnes qui sont connectées à distance. Du coup, une question plus tournée vers les collectivités locales, Léa, autour de. D'une part, les évolutions que peuvent générer des programmes comme Premières Heures et Convergence dans l'organisation du travail des services. Est-ce que ça fait bouger le fonctionnement des différentes directions d'une collectivité dans leur façon de fonctionner ensemble, entre l'insertion, l'emploi, l'hébergement, le logement, l'action sociale? Et puis un autre champ complémentaire, c'est comment est-ce que justement la politique d'achat des collectivités, avec les clauses, mais certainement pas seulement avec les clauses, aussi avec la possibilité de recrutement direct, de soutien plus immédiat au parcours des personnes, peut soutenir et s'intégrer dans les projets. Merci. Alors, je ne vais pas parler au nom de toutes les collectivités, je ne me permettrai pas. Donc je vais plutôt parler au nom de Paris, mais qui est une double collectivité. Ça a plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients. C'est donc une ville et un département. Donc ça me permet d'être à la fois vice-présidente du CCAS et vice-présidente du département en charge de l'insertion donc des allocataires RSA. C'est intéressant d'avoir ces deux visions-là sur un même territoire parce que ça permet, c'est très complémentaire en fait, et ça permet d'affiner des politiques publiques de manière assez efficace. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. En fait, on a beaucoup évolué depuis le début de nos échanges sur les dispositifs Premières Heures dans les services sociaux de la ville. Alors, il n'y a pas que le dispositif Premières Heures qui nous a fait évoluer, il faut quand même le reconnaître, mais ça y a participé quand même activement, parce que, je le disais vite fait tout à l'heure, mais effectivement, on avait ce qu'on appelle les permanences sociales d'accueil, qui sont donc des lieux où on accueille les personnes qui sont sans domicile ou domiciliées sans lieu connu et régulier d'hébergement. Et puis, on a ce qu'on appelle les services sociaux de proximité, donc ce qu'on a dans les arrondissements. On a 24 sites qui accueillent le reste du monde. Et en fait, on travaille activement depuis 2 ans, depuis que je suis arrivée sur cette délégation, à essayer de créer des cadres d'accueil inconditionnel qui en fait doivent permettre d'accueillir dans les services sociaux de proximité, donc dans les arrondissements, dans les 24 sites du CASVP, tout le monde, quelle que soit sa situation originelle. Et là aussi, je commençais à l'aborder tout à l'heure, mais je peux l'approfondir un peu. C'est-à-dire que c'est pas évident parce que on a des formations,
Oui, des formations initiales de travail social qui ont plutôt tendance à essayer de séquencer les publics et leur parcours, parce que on a des locaux qui sont pas forcément très adaptés à absorber des publics en plus, qui parfois peuvent être un peu chargés ou peuvent pas toujours sentir la rose, parce qu'on a tout un tas d'idées reçues des publics qu'on accueille déjà dans ces lieux qui disent ah ben non. Déjà, je viens voir une assistante sociale. Si en plus c'est pour m'asseoir à côté d'un sans domicile fixe, c'est pas la peine. Enfin bon, voilà, il y a tout ça qu'il faut qu'on travaille. Mais je trouve que ça avance très bien, en particulier du côté des professionnels, qui ont bien compris l'intérêt de pouvoir valoriser l'accueil inconditionnel. L'autre chose sur laquelle on travaille, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que Convergence qui nous a fait évoluer, c'est avec Pôle emploi, où effectivement aujourd'hui on a une convention qui est signée tous les 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle l'accompagnement global avec Pôle emploi, AGPG, qui est un dispositif où en fait des agents, c'est plus des agents, enfin des salariés du Pôle emploi viennent tenir des permanences dans les services sociaux de proximité pour faire des entretiens socio-professionnels. Donc il y a une formation un peu particulière qui permet d'abord de décharger un petit peu le travailleur social sur la question de l'insertion professionnelle, sur lequel il n'a pas toujours été très formé quand même, il faut le reconnaître, mais ensuite aussi de pouvoir permettre que le professionnel de Pôle emploi puisse orienter vers les bons dispositifs ou les bonnes personnes. Donc ça, c'est plutôt très précieux et c'est pour nous très engageant, et c'est ce qui permet de faire évoluer une partie du quotidien. Je voulais quand même souligner, et je suis désolée qu'il soit parti pour pas entendre ce que je voulais dire, mais moi j'ai aucun problème à faire converger les services publics qui parfois n'ont pas toujours brillé par leur capacité à se parler et à partager des projets. Ça, je le reconnais tout à fait, y compris c'est valable avec le monde associatif et le monde de l'entreprise. Mais quand même, depuis 5 ou 6 ans, et ça a été très accentué ces 2 dernières années, en tout cas pour ce qui concerne les collectivités locales, on a subi une dématérialisation à marche forcée de la part des services déconcentrés de l'État, qui a des effets délétères sur notre capacité à nous organiser. Je prends un simple exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les services sociaux de proximité, donc dans les CCAS de Paris, les gens y viennent parce qu'ils veulent débloquer une situation administrative avec la CAF, payer leurs impôts, trouver un accès à la caisse primaire d'assurance maladie, ouvrir leurs droits à la retraite, ouvrir les droits à la retraite. Aujourd'hui, pour ouvrir ces droits à la retraite, mais je ne sais pas combien de niveaux de bac il faut avoir, mais je vous assure, c'est l'enfer. Et nous n'avons aucun lien direct avec ces interlocuteurs. Donc nos assistantes sociales dans nos services sociaux de proximité sont démunies face à des situations sur lesquelles nous ne trouvons pas de solution, et quelle que soit la situation de base de la personne. Et du coup, on paye 2 fois. On paye une fois parce qu'on accompagne des personnes à essayer de débloquer des situations inextricables avec des services publics déconcentrés qui ne nous répondent pas. Et on paye une 2e fois parce que pour que la personne, elle continue quand même de payer son loyer ou qu'elle tombe pas trop dans la cata, on lui file des aides d'urgence pour que ça dégringole pas trop vite. C'est complètement délirant. Et depuis 2 ans en particulier, ça s'est fortement accéléré. Alors on voit bien des tentatives d'essayer avec France Service, etc., d'essayer de compenser ça, mais on voit bien aussi que ça ne suffit pas. C'est pas comme ça que ça pourra répondre à la difficulté, et qu'on a besoin d'humains. En fait, on a besoin que les services publics, dans leur ensemble, quel que soit le créneau sur lequel ils interviennent, y ait de l'accueil physique, du numérique et du téléphonique. On peut pas se passer d'aucun des 3. Voilà. Les 3 sont forcément complémentaires, et c'est le multicanal qui permettra d'éviter les trous dans la raquette et d'éviter des personnes qui dégringolent dans l'exclusion. Et ça, pour ça, on a besoin que l'État il soit plus, quoi, parce que sinon, nous, on peut pas le faire, en fait. On peut pas venir compenser. D'abord, on n'est pas formé, c'est pas nos compétences, et en plus, on le fait pas bien. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça, j'espère aussi que l'État peut l'entendre, que dans les territoires, on a besoin de la présence de l'État d'un point de vue physique pour accompagner les personnes et pour nous aider à encore mieux les accompagner. Merci. Merci. Une question très différente, peut-être plus pour vous, Monsieur Giraud. Est-ce que les modèles de remobilisation par le travail sont aussi mis en œuvre
dans d'autres pays européens? Oui, la réponse est oui. Il y a beaucoup de programmes comme ça qui existent, notamment, enfin moi je suis plutôt spécialiste de l'Allemagne, alors j'ai assisté à ça notamment dans les années 90, hein, après la réunification, c'était quand même une période un peu compliquée d'intégrer ces économies et ces sociétés issues de 40 ans de stalinisme dans une société capitaliste, libérale, très différente. Donc c'est vrai qu'en Allemagne de l'Est, notamment, il y a eu des millions et des millions de destruction d'emplois très rapidement, et on a créé beaucoup de ce qu'ils ont appelé là-bas les Beschaffungsmaßnahmen. En fait, c'est vraiment des sociétés de création d'emplois, en fait. Donc, c'était vraiment l'idée, ça vient faire écho, en fait, avec les territoires zéro chômeur, ce genre de choses, mais sauf qu'on était déjà dans les années 90. Donc, l'idée d'être c'était pas de l'occupationnel, c'était vraiment être dans le travail, rester mobilisé dans le travail et être sur des activités qui effectivement ne créaient pas de concurrence avec le secteur privé, etc., et qui venaient répondre à des besoins voilà, d'environnement, de prestations sociales, d'accueil des enfants, des personnes en situation de handicap. Donc en fait, on est sur des modèles qui sont, me semble-t-il, très proches de peut-être ce qu'on redécouvre ou reformule de façon un petit peu différente aujourd'hui en France, mais ça a été massif en Allemagne, effectivement. Merci. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour vous écouter, parce que je pense que c'est vraiment passionnant de savoir ce qui se passe ailleurs et comment ça se fait. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette... Une dernière question? Une dernière question. Merci. Une question peut-être ouverte, hein, mais parce qu'en fait, on a plusieurs retours sur ces enjeux d'évolution des pratiques et des métiers qui reviennent sur comment est-ce qu'on peut acculturer les professionnels de l'IAE et les équipes d'accompagnement à la prise en charge des enjeux de santé pour les personnes qui sont accompagnées. Et aussi, par exemple, comment est-ce que le métier d'éducateur socio-professionnel, en fait, est quelque chose de nouveau dans le contexte de l'insertion par l'activité économique? Peut-être que Marion, toi qui es au plus... Alors, comment acculturer le monde de l'IA aux questions de santé? Je ne sais pas très bien comment répondre à cette question, si ce n'est que, d'abord, je ne sais pas comment il faut le faire, mais en tout cas, on sait qu'on doit le faire. On vit au quotidien dans les chantiers d'insertion, mais comme aussi dans l'hébergement ou autre, les limites posées par la situation de santé des personnes, et on parle de santé somatique, mais de santé psychique aussi. Et donc on voit bien que ça, c'est même pas des freins périphériques, c'est des freins principaux. Voilà, c'est des choses qu'il faut absolument accompagner, travailler. Donc je pense que il y a des dispositifs un petit peu passerelles qui peuvent exister. Il y a des manières de travailler avec le soin de droit commun, avec des dispositifs habitués à accompagner les personnes en grande précarité, hein. On en a à Lyon, et j'imagine qu'il y en a sur d'autres territoires, je ne connais pas très bien. Et donc à faire venir aussi ces dispositifs-là ou ces compétences-là dans les ateliers chantiers d'insertion, et à considérer que, ma foi, c'est une dimension de notre accompagnement complet qu'il faut la prendre en charge, et que c'est pas aux autres de s'en occuper. Il faut ça vient dans l'ensemble. Voilà. Ce que je peux dire. Merci. Vous souhaitez compléter? Non. Profession Ouais. ou sur... Non, moi je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment des savoir-faire qui sont accumulés. Je pense que c'est ça le rôle d'une profession aussi. Nous, c'est ce que les sociologues des professions nous expliquent, c'est que c'est vrai qu'il se crée un territoire aussi, c'est-à-dire il se crée dans nos sociétés un espace qui est légitime et dans lequel ils peuvent développer leurs activités. Donc il y a aussi un peu des enjeux de pouvoir autour de ça, mais je pense qu'au-delà de ça, d'un point de vue plus pratique, plus opérationnel, il y a des savoir-faire qui sont maintenant cumulés, et ça sert aussi à ça, les professions finalement, à servir un peu de conservatoire des expériences, des savoir-faire, et de nourrir aussi la réflexivité des personnes. Alors après, je pense que ça pose aussi peut-être l'émergence maintenant de ces nouveaux professionnels bien formés. Ça peut peut-être poser aussi des conflits de génération d'une certaine façon dans les structures, dans les organisations, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis des années, qui ont une expérience
du terrain, qui ont une expérience concrète et empirique, et puis qui voient débarquer des gens qui ont des savoir-faire qui sont un petit peu plus affûtés peut-être, mais qui n'ont pas forcément leur expérience pratique. Donc bon, mais ça, voilà, c'est le quotidien aussi des organisations et des apprentissages collectifs, quoi. Merci Léa, tu veux... Moi, il y a un métier qui n'existait pas trop, en tout cas, j'en avais jamais trop entendu parler quand j'étais étudiante en école des sciences sociales, c'était CIP, conseiller en insertion professionnelle. D'ailleurs, on pourrait le mettre au Il féminin. y en a beaucoup dans la salle. Plutôt conseillère en insertion professionnelle, je me doute bien, mais parce qu'effectivement, c'est des métiers qui ont clairement évolué, enfin, qui ont clairement émergé à mi-chemin entre effectivement un travail social un peu pur et dur et un travail à l'accompagnement à l'emploi pur et dur. Et c'est très bien que ce type de métier puisse évoluer. Ça me fait dire que, par ailleurs, on a une vraie difficulté, hein, mais qui est partagée par de nombreuses structures dans aujourd'hui l'engagement dans les métiers du social en général, et que c'est ce type de métier-là aussi qu'il faut valoriser, qu'il faut faire connaître, faire savoir, pour nous assurer que on puisse continuer à répondre à tous les enjeux et pouvoir continuer à faire ce qu'on fait au quotidien. Et c'est pas si évident que ça. D'abord parce que quand on parle de travail social, en fait, au final, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Quand on dit travailleur social, ça va du CAP jusqu'au bac+5. En vérité, ça traverse une brochette de métiers assez variés, assez différentes. Ça va de celui ou celle qui surveille un centre d'hébergement en pleine nuit au ministre qui sera là ce soir, peut-être. Et donc, du coup, voilà, c'est ça le métier du travail social. Et on a besoin peut-être de reformuler les titres des métiers, de reformuler les missions, et puis de reformuler les cadres dans lesquels ces métiers-là sont imbriqués. Et notamment, et c'est pour ça que c'est très précieux de passer par Convergence, c'est-à-dire des cadres multi-équipes. On a aussi beaucoup subi ça quand même ces dernières années, c'est-à-dire que à force de plus avoir beaucoup d'interlocuteurs, notamment dans une partie des services déconcentrés de l'État, en fait, au lieu d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui pouvaient partager à la fois sur des situations individuelles, mais aussi partager sur des problématiques un peu plus larges, et notamment celle de l'insertion, de l'accompagnement des plus exclus. On s'est retrouvé avec des équipes où il n'y avait plus moyen d'avoir des équipes pluridisciplinaires, parce qu'il n'y avait plus d'autres travailleurs sociaux que dans les collectivités ou dans certaines associations. Et donc, du coup, on n'a plus pu partager tout ça. Et donc ça, il faut le retrouver aussi. Donc, il faut remettre... Encore une fois, je le redis, j'insiste beaucoup là-dessus, ici et ailleurs. Il faut remettre de l'humain formé et pluridisciplinaire, voilà, et en capacité de pouvoir partager avec ses collègues plutôt que d'effectivement de rester chacun dans son coin. Voilà. Mais c'est des très beaux métiers, ceux du travail social, qui sont malheureusement trop peu connus et qu'il va falloir qu'on puisse faire connaître pour continuer à faire tout ce qu'on a à faire. Et peut-être trop peu valorisé aussi. En lien avec le Ségur dont on parlera Absolument. probablement dans la journée. À Paris, on a décidé d'appliquer le Ségur 3. Donc, je ne sais pas si vous avez idée de ce que ça signifie pour une collectivité d'appliquer un Ségur qui donc, vient d'abord en tout dernier, après 2 ans, quand même assez difficile et assez douloureux pour une partie des équipes du travail social. Et c'est le seul Ségur où les collectivités peuvent le faire si elles le souhaitent, c'est facultatif. Et comme c'est facultatif, c'est à la charge des collectivités. C'est-à-dire que si la collectivité veut appliquer l'augmentation de 183 € par mois, qui n'est quand même pas du luxe, ça veut dire que c'est sur les impôts des habitants de la collectivité concernée. Ce qui est quand même assez hallucinant dans la manière aujourd'hui dont l'État conçoit son lien et son rapport avec le travail social. L'idée n'était pas de lancer le débat. Un grand merci à vous trois. Enfin, je pense que vous nous avez donné quand même une vision, un aperçu de la diversité des collectifs, la transformation du travail social, la transformation des relations. J'ai perdu tout le monde. On l'a compris, donc la réponse... J'essaye de faire une conclusion. La réponse à la question de la grande exclusion doit être collective, et pour qu'elle le soit, il faut que la mobilisation, et on l'a vu, elle soit collective, mais il faut aussi que la volonté soit collective.
Vous aurez des temps d'approfondissement cet après-midi sur différents points qui ont été abordés, hein, le collectif dans la gouvernance, le collectif dans l'accompagnement, le collectif dans les partenariats, l'évolution des pratiques, l'évolution des regards. Donc je vous invite à participer, hein, et à interroger, à questionner les intervenants cet après-midi dans les différentes tables rondes. Encore un grand merci à vous trois. Bientôt.